Bonjour à Alors, chacun et bienvenue. Il paraît que mon son est un petit peu saccadé ce soir. Je ne dois pas avoir un très bon réseau. Donc je ne vais pas vous prendre plus de temps et je vais tout de suite passer la parole à Philippe qui va nous conduire ce soir et qui va nous apprendre plein de choses. effectivement, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. C'est la pleine saison des semis, de la mise en route du jardin. Et à ce propos, on va regarder un petit peu le jardinier, ses outils, et puis on va en profiter pour regarder un petit peu la basse-cour. N'hésitez surtout pas, on le rappelle un peu, de poser des questions dans le chat. On y répondra à la fin de chaque chapitre. On va commencer par le jardinier. On prend 5 minutes pour partager un petit peu sur ce qu'on vient d'aborder, les outils également, et puis la basse-cour en dernier. Alors, le jardinier. Le jardinier, comment ça fonctionne? Je voulais vraiment en fait aborder le sujet déjà par un petit passage biblique, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand on va jardiner, justement, euh, eh bien, c'est avec ce corps. Le premier outil, quelque part, le premier moyen de jardiner, c'est notre corps. Et, euh, et bien souvent, en fait, c'est le corps qui va montrer ses limites en fin de journée. Alors, si on a 3 mètres carrés, on ne devrait pas trop le sentir. Si on commence à avoir 200 mètres carrés ou quelques hectares, ça peut peser. Surtout au printemps, si on n'a pas fait grand-chose de l'hiver, notre corps peut montrer des signes de fatigue. Euh, alors, le premier, est-ce que vous voyez ma souris? Je ne sais pas. Euh, ouais, cool. Donc, du coup, les premiers signes de travail du corps, on a les douleurs, donc l'acide lactique qui vient s'accumuler dans les muscles. Et le premier symptôme, c'est la douleur. Ça entraîne une perte d'efficacité donc pendant le travail. La douleur hors travail, ça amène des pertes de motivation et puis malgré tout, la douleur, c'est pas agréable. Ça peut entraîner des pathologies, des traitements médicaux et des handicaps fonctionnels et sociaux à long terme. Alors là, c'est un schéma que j'ai récupéré pour le monde du travail, mais c'est exactement la même chose dans nos jardins. Les parties les plus sollicitées, les cervicales, les épaules, les coudes, les mains, les articulations, les hanches, tout le bassin et les lombaires, les genoux et, euh, et les chevilles. Donc on va un petit peu regarder le fonctionnement, alors j'aime bien le dire, la mécanique du temple. Euh, c'est un schéma qui est, on va survoler le domaine parce que c'est pas vraiment euh, notre but, c'est pas de connaître toute l'anatomie du jardinier, mais il y a malgré tout deux, trois principes qu'il faut comprendre. Euh, Par exemple, au niveau de l'attitude, on a deux muscles principaux, donc on a les abdos et puis on a les psoas qui sont reliés du bas des hanches et du bassin jusqu'à la colonne vertébrale, jusqu'aux vertèbres, et puis les abdos qui vont du sternum et qui vont effectivement aussi se brancher sur le bassin. Et ces deux muscles permettent au bassin de rester droit. Si jamais il y a un déséquilibre, et vu que le jardinier et plus globalement le travail fait avec les mains amène une sous-sollicitation des abdos, on a les abdos qui se relâchent. Et pour les positions, pour ceux qui passent des journées assis, on a aussi les psoas qui se raccourcissent, et ce qui amène tranquillement une cambrure, et du coup, des douleurs lombaires.
Donc, c'est vraiment important de comprendre cette mécanique et de penser à rester bien droit, de contracter nos abdos et puis tout le plancher pelvien pour ceux qui voient à peu près tout ce que… En fait, c'est tout le bassin qui doit être vraiment bien tenu et basculer vers l'avant. Ensuite, on a les genoux. Alors, les mécaniques du genou, on a des tissus adipeux qui sont en fait des tissus graisseux. Dans toute mécanique, il faut un peu de graisse. On a les tendons, les parties, donc la rotule, le fémur et péroné et tibia, qui viennent avec cette espèce de charnière qui est là. Et puis on a les tendons qui sont vraiment à fleur. Et ça, c'est une partie des genoux qui est vraiment sollicitée également, qui peut être abîmée en se mettant à genoux, en se relevant, en ne travaillant pas dans l'axe. Et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, amener des douleurs jusqu'à des pathologies si on ne corrige pas déjà l'attitude, si on ne prend pas soin de soi. Pour la main, c'est exactement la même chose. La main, le souci majeur qu'on rencontre, c'est au niveau du canal carpien. Donc la mécanique, elle est un petit peu là. On a tout un tas de faisceaux, donc des nerfs. On a également des tendons, des vaisseaux sanguins qui passent. Et ici, si on ne prend pas soin de ce temple, du temple du Seigneur, eh bien, on va pas l'utiliser dans la durée. On va sursolliciter, surfatiguer nos articulations et on peut avoir du coup des douleurs, voire des paralysies parce que les nerfs vont être écrasés. Alors, on va arrêter là pour l'anatomie. Les gestes, les bons gestes pour éviter ces choses-là. On va commencer tout simplement par la position courbée. Donc, pour éviter en fait ce genre de schéma, c'est d'abord travailler avec des outils qui ont des manches suffisamment longs. Donc, les manches qui sont cassées, etc., on les remplace par des manches qui sont suffisamment longues. Ou si on est plus grand que la moyenne, eh bien, on n'hésite pas à rallonger, à changer les manches pour que ça soit à la bonne longueur, pour travailler bien droit. Et puis, quand on a besoin d'un peu plus de précision, il ne faut pas hésiter à se baisser. Alors, j'aime bien ce schéma-là parce que la personne n'est pas à genoux, elle est à genoux à terre. Et on a vu tout à l'heure que les genoux, on a un tendon qui est vraiment exposé quand on est à genoux. En mettant un seul genou à terre, ça permet de garder le poids du corps sur un pied, enfin de mettre le corps sur 3 appuis au lieu de le mettre sur que les genoux. Donc ça sous-sollicite les genoux. Et puis pour se relever, c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'on peut s'appuyer sur le genou, la jambe qui est juste pliée. Et c'est nettement plus facile. Ensuite, pour lever une charge, alors déjà, limiter les charges à 10-15 kg si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'êtes pas en pleine forme. Sinon, ça peut vraiment poser des problèmes. Il faut savoir que dans la colonne vertébrale, entre un dos qui va être, quand on va lever, si on n'utilise pas les jambes, dans les vertèbres, il y a une pression qui peut monter jusqu'à entre 700 et 800 kg, alors que si on lève le dos droit, la pression à l'intérieur de la colonne vertébrale est de 150 kg en moyenne. Donc c'est vraiment très important de mettre la charge entre ses pieds, de plier les genoux et de lever le dos bien droit. De la même manière, alors je n'ai pas le petit schéma, mais les charges en bout de bras, il faut vraiment éviter. Ou le travail de longue haleine en bout de bras, il faut éviter parce que ça va sursolliciter le dos et ça peut causer des douleurs. Alors toujours, le petit schéma du bas, c'est pour bien penser à travailler à l'aise. Ça ne sert à rien en fait de travailler n'importe comment. Vaut mieux travailler à l'aise. C'est la meilleure solution. Donc, se mettre dans une position où on va travailler à portée sans se fatiguer le dos,
et également la nuque. Voilà, donc de manière globale, les mains et les pieds, les genoux, la tête ne sont pas des outils de frappe. On ne plante pas des piquets en tapant dessus avec le poing, ni en tapant avec le pied. C'est encore moins avec la tête. Et voilà, vaut mieux utiliser des outils pour ça. On prend grand soin aussi, quand il y a de la poussière, à nos poumons. Alors notamment pour ceux qui ont des allergies. On protège nos yeux quand on tape sur des piquets en métal avec un maillet ou avec un marteau. Les éclats dans les yeux, ça peut faire mal. Quand on utilise des outils, on se protège nous, même en tapant simplement, ou des outils électriques ou thermiques, on protège nos oreilles. Et il vaut mieux réfléchir avant de travailler. Ça peut permettre d'éviter tout simplement de se fatiguer inutilement. Penser et travailler après, plutôt que de se lancer à corps perdu dans un ouvrage et de se rendre compte que on ne travaille pas de manière optimisée. Alors, après les gestes, l'environnement. Alors, l'environnement, sans vouloir tout transformer, là, le schéma est un peu extrême, mais l'idée, c'est, au lieu de se baisser, pourquoi pas faire monter le jardin à soi. Alors, notamment pour des personnes qui sont en siège roulant, ou pour des personnes qui ont du mal à se baisser. Ça peut vraiment être utile. On peut travailler effectivement aussi pour faire des bacs hors terre, mais ça amène aussi d'autres contraintes de culture. Donc, ça amène aussi beaucoup plus de travail, ne serait-ce que par l'arrosage et d'autres choses. Mais voilà, ça peut être une solution. Au niveau des proportions, j'ai voulu mettre ce schéma-là également parce que la largeur d'une butte à 120, ça permet d'avoir de chaque côté, on a à peu près une portée de 60 cm avec nos bras, sans trop se fatiguer. Et ça, c'est vraiment une cote 120 qui est pas mal. On peut monter à 150, mais au-delà, ça veut dire que vous allez devoir enjamber, commencer à faire des choses moins pratiques, moins évidentes. Et puis, pour tout ce qui est travail en hauteur, une table, normalement, c'est à peu près 75 cm. Donc, pour travailler assis, c'est bien. Par contre, dès que vous allez travailler debout, il vaut mieux être sur des 80, 90, voire quasiment 1 mètre. Et puis, de la même manière, voilà, c'est des choses que vous pouvez tout à fait retrouver sur Internet. Mais vous pouvez, en fait, réfléchir petit à petit. Ça ne veut pas dire mettre tout votre jardin, concevoir votre jardin et tout mettre en œuvre avant de jardiner. On l'a déjà dit, c'est plutôt la technique des petits pas. Donc, petit à petit, moduler votre jardin pour qu'il soit tout à fait à votre taille, à votre convenance, à votre capacité physique, pour que vous puissiez travailler avec le moindre effort. Déjà, ça permet, d'un point de vue d'efficience, d'être plus logique, mais aussi beaucoup plus agréable. Alors, je suis sûr que tout le monde le fait, mais avant une bonne journée dans le jardin, il ne faut pas hésiter à s'échauffer. Alors, juste une petite technique, ça c'est des choses qu'on fait dans le milieu du travail, c'est de plus en plus courant. De manière tout simple, vous pouvez commencer par la tête et finir par les pieds. Donc, travailler des rotations. Rotation du cou, rotation des hanches, rotation des bras, bien chauffer les épaules. Le dos tiré, et puis les jambes, les hanches, et puis pour finir, les pieds. Et puis le soir, après ou même pendant, en fait, l'idée c'est d'écouter son corps. Et dès que vous sentez une petite gêne, etc., il ne faut pas hésiter à s'étirer. Donc, de la même manière, de la tête jusqu'au sol. Alors, bien sûr, ça ne se voit pas beaucoup des jardiniers qui font ça dans leur jardin, mais je vous encourage vraiment à ne pas avoir honte de le faire.
Le regard des autres, c'est une chose. Souvenez-vous que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que bien entretenir son corps, c'est aussi rendre grâce à Dieu. Donc voilà. Alors, notamment sur ce geste-là, c'est très important parce que ça permet d'étirer les psoas et donc de corriger petit à petit le geste 9 là et le geste 13, de corriger petit à petit ou en tout cas d'éviter la cambrure. Et puis de l'autre côté, voilà les roulades qui permettent vraiment de soulager le dos. La figure 21, la figure 22, que en tant que chrétien, on devrait avoir très régulièrement. Ça permet vraiment d'aider le dos à s'étirer, les épaules aussi. Voilà. Est-ce que là-dessus, il y a des questions, David? Non, pas de questions. Donc voilà, encore une fois, je vous encourage à faire des échauffements. Alors aussi, une façon de faire, c'est tout simplement de choisir les tâches les plus simples au départ. Le matin, commencez pas par du binage ou de la grelinette sur 50 mètres carrés à fond les ballons. Commencez tranquillement, laissez votre corps se chauffer. Et puis une fois que vous êtes suffisamment réchauffé, commencez les tâches un peu plus physiques. De la même manière, travaillez bien la respiration. Pensez à respirer quand vous faites des efforts. Notamment, ça vous aidera à moins fatiguer et puis ça vous permettra d'avoir plus de force. Qu'est-ce que j'ai oublié là-dessus? Non, c'est bon. Eh ben, je vous propose qu'on passe aux outils. Alors, les outils. Alors, les outils, on peut avoir des hangars entiers d'outils. Le mieux, c'est d'aller chercher des outils qui vont correspondre au type de jardin qu'on a. Donc, si vous avez un bac sur le balcon, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Le minimum, c'est une pelle à transplanter. C'est mon outil. Alors moi, j'utilise en plus une petite truelle. C'est le b.a.-ba pour semer, pour travailler. Et si vous avez une terre vraiment, une terre vivante, ça peut être la seule chose que vous ayez. Le reste, c'est vraiment accessoire. Donc ça, et puis bien sûr le couteau. Alors opinel, greffoir, juste un petit couteau qui vous permet de cueillir au passage ce que vous avez sous les mains sans arracher les choses. Alors tant qu'on est sur les couteaux, tous les outils, il faut bien les entretenir. Il vaut mieux travailler avec des outils affûtés que de forcer dessus, parce que si on force sur des outils qui sont moyennement tranchants, on finit toujours par se couper. Et puis de manière globale, on ne dirige jamais des outils piquants, tranchants, saillants, etc., vers notre corps ou vers le corps de quelqu'un. Ça veut dire que si vous ne voulez pas vous couper, ne présentez jamais quelque chose que vous ne voulez pas couper dans l'axe de quelque chose de tranchant. Ça paraît évident, mais c'est le fameux coup de râteau. Le râteau posé dans la terre avec les pics vers le haut, ça finit toujours dans un pied et le manche dans la tête de quelqu'un. Mais c'est valable pour les fourches, c'est valable pour les sécateurs, pour les couteaux. Si vous ne voulez pas vous couper, ne mettez jamais le côté tranchant ou piquant en direction de ce que vous ne voulez pas que ça coupe. Donc les couteaux, les gestes vers soi, par exemple, c'est pas quelque chose à faire, c'est toujours vers l'extérieur et le plus tranchant possible. Au moins, si vous coupez, ça sera net. Je rigole. Alors la grelinette, il en existe plein de modèles avec des choses pour venir casser les mottes en surface, etc. Honnêtement, la petite grelinette à 4 dents, à 5 dents, elle est bien suffisante, surtout si votre terre est une terre vivante. Ça ne sert à rien de remonter les pics jusqu'en haut, juste planter
faire un petit mouvement de va-et-vient, un petit mouvement gauche-droite, et puis ça suffit amplement. La fourche pour tout ce qui est paillage. Nous, on a une fourche qui est une fourche à 7 ou 8 dents, assez rapprochée, parce que le paillage, quand il est un peu vieux, du coup, la paille se raccourcit et c'est plus facile à attraper. Un râteau, je vous fais pas de commentaires là-dessus. La binette, il en existe plein de sortes. Prenez la bonne largeur, la bonne longueur de manche. La bêche, alors la bêche, je l'ai mise. Je m'en sers que pour planter des arbres. Et encore, j'ai une tarière pour ça, parce que en fait, la bêche ne me sert à rien, et surtout pas à bêcher. Sécateur, c'est pareil. Alors le sécateur, un sécateur qui coupe des branches de 20 mm, c'est bien suffisant. Après, il vaut mieux prendre une petite scie. La brouette. Alors la brouette, il y a les brouettes de maçon qui est assez plate, qui est faite pour porter de la charge, notamment du béton. Et puis la brouette de jardinier, je me rappelle avoir fait des tours de brouette à 2 roues dans des brouettes assez larges. Vaut mieux prendre ça ou alors des petits chariots. Ça pose beaucoup moins de problèmes de stabilité. Et puis vous pouvez également l'agrémenter pour supporter, par exemple, vos outils, le petit plantoir, le transplantoir, etc. C'est quelque chose de tout à fait faisable. Donc la pelle plantoir. Alors il existe des pelles plantoirs aussi avec une graduation. Ça peut être très pratique pour avoir les profondeurs de semis, etc. Et puis des bords tranchants également. Bon, après, vous voyez, par contre, prenez vraiment, pour tous les outils, mettez-y le prix. La dernière fois, j'avais une cisaille à un ébrancheur que j'avais prêté à David et il est revenu avec 2 parties dans les mains. Et tout simplement parce que c'était Alors, elle avait quoi? Elle avait à peine, je crois, 15 jours à peu près. Elle avait déjà un peu vécu et en fait, j'ai pas mis le prix suffisant pour avoir quelque chose de vraiment résistant. C'est pas que David a la mal employée, c'est tout simplement que c'était de la camelote. Donc, de la même manière que pour tous les outils, préférez les vieux outils, ceux de vos grands-parents. Mettez-y le prix pour avoir quelque chose de vraiment robuste. Préférez l'acier à l'aluminium. Vraiment, voilà, vaut mieux du gros, du lourd et du résistant que un truc super esthétique qui fera pas le travail dans la durée. Et puis, si possible, des outils qui sont pas peints, donc plutôt de l'acier brut, parce que la peinture, elle s'écaille, elle s'use et elle finit dans votre terre. Alors voilà, moi j'utilise aussi une petite truelle fine, parce que du coup, pour mes semis, enfin pour dépoter tout ce que j'ai mis en pot, c'est plus facile pour aller chercher pour dépoter. Une pelle carrée, c'est pareil, c'est plus facile pour manipuler ma terre, mon terreau, etc. La fourche bêche, c'est la petite sœur, j'utilise un peu comme la petite sœur de la grelinette. Et puis, bien sûr, l'arrosoir. Alors, il y a à chercher un petit peu dans les brocantes, des arrosoirs en zinc qui sont plus esthétiques quelque part que l'arrosoir en plastique vert. Et puis, s'il y en a qui ont des démarches vraiment anti-plastique dans leur jardin, jusqu'aux outils, voilà, ça se trouve pour à peu près 15 € dans les brocantes, pour celles qui existent encore. Des questions sur les outils? Non, pas de questions. Eh ben, on avance. Je vais quand même vérifier que j'ai plus de commentaires. Si, très important. Pour ceux qui font du brûlis, ne mettez surtout pas vos fourches, vos pelles, etc. dans le feu.
vous utilisez un tison ou autre chose, mais le feu détrempe les outils et vous allez vous retrouver avec des fourches qui se tordent. Stockez tous vos outils au sec l'hiver. Laissez pas vos outils, surtout avec les manches en bois, dans le jardin. Et puis, voilà, affûtez bien vos outils. L'affûtage, en fait, c'est très simple. Vous prenez une petite lime, vous donnez 2-3 coups de lime pour tout ce qui est fourche, binette, etc. Pour les sécateurs, vous pouvez utiliser de la lime pour redégrossir quand vous avez fait des éclats ou des choses comme ça. Et puis après, vous prenez une petite pierre à eau et vous finissez ça tranquillement. Et puis les opinels, enfin tout ce qui est couteau de poche, le mieux c'est de prendre des affûtoirs tels que des pierres au tungstène ou des choses comme ça pour affûter rapidement. Sachant que l'opinel, sa particularité, les lames au carbone, ça s'affûte très 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 rapidement. Vous prenez un morceau d'inox un peu tranchant et vous affûtez votre opinel comme un rasoir. Alors, juste, je peux rajouter quelques remarques. Avec plaisir, Sylvain. Je pensais, déjà oui, pour les manches, quand les manches bougent, je pensais aussi de les faire tremper dans l'eau. Ça les fait gonfler et du coup, le manche ne bouge plus. C'est beaucoup moins dangereux d'avoir un manche qui ne bouge pas dans son outil. Ouais. Voilà. Et puis après, pour ceux qui commencent à avoir un jardin assez grand, alors ça se prête pas trop pour les buts, mais voilà, pensez, il existe aussi l'outil, la houe maraîchère, c'est-à-dire c'est comme il y a une roue à l'avant et on pousse l'outil donc sur une roue et à l'arrière on peut fixer plusieurs outils, donc ça remplace à la fois la binette pour faire un désherbage rapide si on n'a pas trop, si on n'est pas sur du paillage quoi. Ça peut remplacer la houe ou la serre-fouette et quand on a de la surface, ça change la vie. Et pareil, pour ceux qui commencent à avoir un grand jardin, bah après, quand l'arrosoir suffit pas, il faudra penser à l'irrigation. Voilà, ça va de soi. Oui, tout à fait. On a eu quelques questions d'ailleurs sur la plateforme à propos de l'irrigation. Et puis nous, en fait, on a aussi, vu qu'on a 1000 mètres carrés, bah, on utilise le cheval donc pour sarcler et puis pour tirer un peu tout et n'importe quoi. Ça marche bien. En gros, nos voisins qui ont à peu près la même surface mettent 6 heures au motoculteur. Alors bon, c'est pas tout à fait le même travail parce qu'ils vont plus profond, etc. Nous, on met à peu près 45 minutes. En plus, on a du crottin. Voilà pour les outils. Après, oui, comme en fait, pour rebondir un peu sur ce que Sylvain dit, n'hésitez surtout pas à aller chercher sur Internet des bonnes idées. Réfléchissez aussi les outils, il peut y en avoir autant que de jardiniers. Donc, vous pouvez très bien modifier vos outils, trouver un petit serrurier, quelqu'un qui sait souder, et puis vous faire vous-même vos outils. Il y en a qui le font avec des vélos aussi. Ils se font des planches pour travailler leur semis allongé sur une espèce de charrette au-dessus de leurs légumes. Voilà. Il n'y a pas de limite à l'imagination, surtout quand c'est dans le sens de faire les choses plus facilement. Et du coup aussi, toujours dans le confort de travail, quand il y a des fois pendant une matinée, il faut qu'on se retrouve à genoux, soit pour sarcler ou pour refaire une récolte. Ben, du coup, là, on a vu les gestes pour protéger les genoux, mais quand même, on est obligé de se retrouver soit accroupi, soit à genoux, ce qui est ni l'un ni l'autre très confortable. Ben, moi, j'ai commencé à mettre des genouillères et en fait, ça protège vraiment les genoux. Et quand on reste une demi-journée à genoux, si c'est pas pour prier, les genouillères dans le jardin, c'est pas mal. Oui, voilà, tout à fait. Alors, j'ai pas mis les équipements de protection individuelle, les EPI, mais quand on en parlait au début de protéger les mains, bien sûr, il faut mettre. N'hésitez pas à avoir des gants quand vous n'avez pas l'habitude de travailler. Les ampoules arrivent vite. Des lunettes s'il faut.
Un chapeau, c'est très important contre le soleil. Moi, je me suis pris un coup de soleil il y a quelques jours, tout simplement parce que j'ai profité de quelques rayons de soleil et je me suis récupéré avec un coup de soleil sur le crâne et sur les bras. Et puis, effectivement, les genouillères, des bonnes chaussures. Jardiner en sandales, ça fait très saisonnier, enfin, très cool. Mais effectivement, des bonnes chaussures, ça évite aussi beaucoup de problèmes. Donc voilà, prenez soin de vous. Et alors, il y a aussi voilà, le tablier dans les accessoires, le tablier du jardinier, ça peut être aussi une poche à clous, une poche de bricolage. Ça, c'est vraiment important d'avoir les bons outils à portée de la main. Ça peut vous éviter des kilomètres. Il faut savoir que sur une journée de travail, un jardinier peut parcourir entre 4 et 7 kilomètres. Donc, si vous faites ça pendant plusieurs jours, ben, c'est normal que vous soyez fatigué à la fin. Alors que si vous avez tous les outils au début, les bons outils au bon moment, ben, ça va vous simplifier la vie. Ok, eh bien, on va passer à la suivante, la basse-cour. Alors, la basse-cour, on a le privilège et l'honneur d'avoir Lydie cet après-midi, on a fait une petite interview, donc on va pouvoir l'écouter, sachant que la basse-cour peut devenir des vrais auxiliaires au jardin. Alors, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, Lydie Ribière, qui est ma chère et tendre épouse, qui va vous présenter voilà, les animaux qui sont chez nous. Alors, c'est un peu pour présenter un peu Lydie, son talent, le talent que le Seigneur lui a donné, c'est de rendre un peu tous ces animaux très sociaux, comme vous pouvez en avoir l'exemple. Donc là, je vous présente Muffin, notre roi, qui est en train de couver parce qu'elle a fini de sa période de ponte. Et donc maintenant, elle couve. Et elle choisit tous les ans un nouvel emplacement dans son jardin, enfin dans notre jardin. Voilà. Et donc à côté, comme vous avez pu le deviner, c'est Lydie. Alors, hop. Donc là, ça va durer à peu près 20 minutes. Donc, j'espère que le son va être bon. Donc, bonjour Lydie. Tu vas nous parler de la basse-cour, des canards, des poules. Alors, Lydie, pourquoi des poules? Ah. Ça a coupé, non? Pourquoi des canards? Ouais. Au potager. Philippe, on entend très très faiblement ce qu'elle raconte. Est-ce que tu as la possibilité de monter le son ou pas? Hop, j'essaye. Je suis au max. D'accord, effectivement, les nuisibles, c'est un point de vue. De leur point de vue, c'est plutôt nous, les nuisibles et les... On va dire les indésirables voilà. D'autres fonctions par ailleurs. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu le milieu dans lequel ils évoluent? Alors, on va parler... Philippe, le son est vraiment très très faible. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on la chargera directement, la vidéo, sur la page YouTube et on vous enverra le lien. Ouais, super.
Du coup, on va avancer. Vous aurez les informations dans le replay. Tac, tac, tac. Alors, du coup, on va avancer juste sur la fin, parce que ça, vous ne l'aurez pas forcément en commentaire. Donc, les dimensions d'un pondoir, il faut compter 30 cm par 40 cm par 30 cm de large. Un pondoir par poule. Alors, de temps en temps, on peut aussi, au bout d'une dizaine de poules, vous pouvez réduire le nombre de pondoirs, mais c'est bien qu'elles aient un nombre de pondoirs suffisant. Les poules aiment bien se percher, donc pour se protéger des prédateurs. Donc voilà, mettez des branches à peu près à 50 cm de haut, 35 cm d'espacement ou mieux des arbres, parce qu'elles aiment bien se percher dans les arbres. On a une poule de nos voisins qui monte à facilement 2 mètres. Et puis pour les canards, ça c'est la solution de facilité, un tonneau, enfin un demi-tonneau, une lumière dedans, et nos canards se sont très vite appropriés ces appartements. Et puis pour l'environnement, voilà, donc Lydie en parle un petit peu dans son interview, mais voilà, on voit la différence d'un endroit où les canards sont présents et puis là où ils peuvent pas nager. Ils brassent et ils mangent pas mal. Et puis là, c'est le jardin. Tout ce qui est, on a des zones de culture. Par exemple, les framboisiers, c'est tout à fait compatible avec des canards et puis avec des poules aussi. Par contre, voilà, le reste des cultures, elles sont grillagées avec un grillage à poules suffisamment fin pour éviter les coups de bec à travers. Et puis là, on peut voir donc l'ancien pondoir en poule, parce qu'on est passé des poules au canard. Donc on a Moon Boots qui est ici, qui l'utilise. Et puis là, on a un système qu'on utilise aussi de temps en temps. C'est une réserve de graines, donc un coude pour empêcher que l'eau, alors ça c'est la partie qui est pas collée, donc on peut le mettre en vertical pour approvisionner. On peut remplir le tube. Et puis, du coup, il y a un coude en bas et les canards viennent manger dedans. Et puis, ça descend au fur et à mesure. Voilà. Là, on a une cigogne en plastique, tout simplement parce que on s'est fait dévaster la petite mare par un héron. Là-dedans, on a à peu près une cinquantaine de poissons. Et 2-3 soirs de suite, on a un héron qui avait trouvé ça super appétissant. Et le fait d'avoir une cigogne en plastique, et ben, les hérons ne partagent pas les points d'eau avec leurs congénères. Donc, ça dissuade amplement. Et ça, c'était, oui, effectivement, avant de mettre les canards. Donc là, on a Calzone et Pingu, qui sont donc un mâle et une femelle. Et c'était simplement en fait cette image pour vous montrer deux choses. Le fait de multiplier les points d'eau pour les animaux, ça leur donne de la variabilité, de la variété dans leur milieu. Et puis le deuxième point, c'est le signe que vous avez suffisamment d'espace pour vos animaux dans votre jardin, c'est que la pelouse résiste à leur présence. Si vous voyez en fait la terre se mettre à nu, c'est que c'est surexploité et donc il faut augmenter la surface de vos animaux. Et puis alors quelques rajouts aussi qu'on peut dire sur la reproduction. Et puis les carences alimentaires, les vermifuges. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est un peu délicat de vous poser des questions puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont être dit par Lydie dans la vidéo. Mais en gros, donc, sur la reproduction, elle n'en parle pas vraiment dans la vidéo, mais sur la reproduction,
faut savoir que les premières années, enfin la première année notamment, les poules et puis les canards, ils savent pas, enfin les coqs et les canards mâles ne savent pas trop y faire, donc il peut il peut ne pas y avoir vraiment de reproduction. Après, une fois que les œufs sont fécondés, il faut voir si les œufs sont fécondés. Donc pour ça, on peut les poser par exemple sur une lumière de téléphone pour regarder euh, si l'œuf est fécondé. Donc s'il y a, il y a un fœtus de canard ou de poule, un début de poussin à l'intérieur. Ça s'appelle mirer un œuf. Alors ça peut se faire avec une lampe de téléphone ou une lampe torche. Par transparence. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est que les poules ou les canes puissent, et les oies aussi, puissent couver correctement les œufs. Après, sinon, il y a les couveuses, etc. Mais la nature sait assez bien faire les choses quand même. En termes de carence alimentaire, il y a le sodium. Enfin, en règle générale, en fait, vous allez voir vos animaux dépérir entre guillemets, où il va y avoir, par exemple, des plumes. Ils vont se déplumer, ils vont être moins vifs, ils peuvent choper du coup des maladies, alors des parasites, et puis également des vers. Donc, veillez à avoir une bonne alimentation. Il y a aussi des chutes de qualité de ponte en cas de carence alimentaire, notamment le calcium aussi. Pour tout ce qui est pondeur, ils ont besoin de sources de calcium. Alors, les canards, chez nous, ont l'habitude de grignoter un peu les berges. Et puis, on leur donne de la poudre d'œuf et puis des coquilles d'huîtres broyées. Pour les vermifuges, il y a des produits dans le commerce pour les vermifugés. Il me semble que c'est 1 à 2 fois par an. Après, il y a des solutions qui existent qu'on n'a pas forcément vérifiées nous. Donc, il faut le prendre avec des pincettes, par exemple avec du vinaigre. Mélanger un petit peu de vinaigre avec de l'eau. Il y a du pour et du contre. Mais voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui est graines de courge, c'est réputé aussi pour être vermifuge. Sachant que les estomacs des poules et des canards sont des bains acides qui dissouent à peu près tout, y compris les coquilles d'œufs. De manière, alors les poules ont tendance à les exploser, les coquilles d'œufs. Il y a 3-4 jours, j'ai vu une canne essayer de manger, de gober un œuf enfin pas un œuf, un escargot de Bourgogne qui faisait la taille de son bec. Donc elle avait la coquille d'œuf qui était bloquée, elle n'arrivait plus à fermer le bec. Et pour dire que je pense qu'elle avait vraiment l'habitude de les gober et que, à mon avis, dans l'estomac, ça fait pas ça fait pas long feu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la basse-cour, David? Eh ben, dans ce cas-là, Alors, moi j'ai sinon, fini. juste, Pour le moment, il y a juste Joël et Mylène qui proposent aussi l'ail en purée. Il leur semble que c'est pas mal aussi. Je sais pas si tu en as entendu parler, toi ou Sylvain. oui, justement, ce que je voulais dire. L'ail, ça a des propriétés vermifuges qui sont quand même reconnues. Après, voilà, faut arriver à le faire manger aux poules. Donc, en purée, pourquoi pas. J'ai une amie qui essaie de trouver de l'huile essentielle d'ail, mais c'est assez compliqué à trouver. Et voilà. Mais en tout cas, l'ail, ouais, c'est réputé pour être vermifuge. Et puis, juste autre chose sur l'alimentation. Euh,
Bon, de toute façon, pour donner un ordre, moi je connais plutôt la poule que le canard, mais pour donner un ordre d'idée, la poule elle mange à peu près trois quarts de céréales et il lui faut quand même de la protéine. Donc, c'est-à-dire si vous donnez que du maïs à vos poules, elles seront carencées. Donc, si elles ont suffisamment de vers de terre à se mettre sous le bec, ça ira. Mais si vous arrivez à trouver d'autres protéines, donc du genre tournesol, tout ça, c'est pas mal. Donc après, il y a des mélanges de poules qui sont déjà équilibrés et c'est facile du coup à nourrir les poules. Et après, si vous pensez, moi je conseillerais pas de prévoir de mettre des poules si on n'a pas prévu d'acheter un peu de céréales ou d'aliments à côté. C'est pas les épluchures qui suffisent en fait et les déchets de fruits, mais ça fait un bon complément. Et puis voilà. Et puis juste sur l'herbe aussi, quand tu disais l'herbe, quand elle arrête de pousser, c'est qu'il n'y a pas assez de surface. Et ce qui est possible aussi quand on est un peu juste en surface, c'est de faire des parcours tournants. Du coup, on va donner accès à une partie du jardin pendant un temps. Pendant ce temps, il y a une autre partie où l'herbe va pouvoir pousser. Puis après, on donne accès à une autre partie du jardin. Ce qui permet de ne pas ratatiner tout le jardin, toute l'herbe. Donc, ça permet d'optimiser un peu mieux la surface. Et c'est pour ça, après, qu'on a aussi inventé les poulaillers mobiles qui permettent de se déplacer sur des plus grandes surfaces aussi. Voilà. Ça évite, voilà. Ça évite d'avoir une croûte de terre et de perdre toute l'herbe. Tout à fait. Alors, dans la vidéo, vous verrez sur les quantités de nourriture, Lydie en parle. Et effectivement, au niveau protéines, tout ce qui est crustacés, les restes de crevettes, de crabes, etc., les poules en raffolent. Et puis les canards sont des fanatiques de la limace et de l'escargot. Vous verrez dans la vidéo, mes choux se portent à merveille. J'ai à tout casser pour l'instant trouvé 2 limaces dans mon jardin. Mes limaces ont disparu. En tout cas, dans toutes les zones où les canards ont accès, il n'y a plus une seule limace. À l'intérieur des carrés, il en reste un petit peu, et heureusement, parce qu'elle participe à l'écosystème du jardin. Mais j'ai plus de problème de surpopulation de limaces, ça c'est évident. On a Rachel qui nous indique qu'elle connaît des jardiniers qui laissent courir leurs poules dans le potager en hiver. Alors tout à fait. Nous, on l'a fait même plusieurs fois. Avec nos poules, en fait, alors l'an dernier, avec les canards, on l'a refait, mais c'est moins évident parce qu'ils vont moins gratter. Mais les poules, sur à peu près sur 4-5 cm, elles vont enlever tout ce qui est vivant, donc les vers de terre aussi. Mais par exemple, quand vous préparez votre jardin, vous donc mettez un coup de grelinette, vous mettez vos poules dans la parcelle que vous voulez cultiver, vous les laissez une journée à peu près, et vous allez avoir une terre émiettée, nickel. Vous aurez plus de larves de hannetons, plus de vers de terre, plus grand chose en fait de vivant là-dedans parce qu'elles auront bien sarclé et bien tout remué. Donc c'est une très très bonne solution. Ouais. Je rassure les amis des vers de terre, ils se sont enfuis en les voyant arriver. Elles en ont eu quelques-unes au passage, mais la majorité des vers attendent qu'elles passent. Ils sont encore sous terre. Ouais, ils vont très vite à rentrer sous terre, les vers de terre. Ok, et ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Et ben pour moi c'est fini. Ok, parfait. J'ai juste, je vous mets juste dans le chat le nom d'un livre qui fait référence sur les poules que j'aime bien. C'est J'élève des poules dans mon jardin de Michel Audureau. C'est un gars qui connaît super bien tout sur les poules et au niveau amateur, c'est super. Je vous mets ça dans le chat. Super. Alors, on a une question de Joël et Mylène.
Est-ce que les herbes très hautes sont un souci pour les poules ou est-ce qu'elles vont en venir à bout? Il parle d'un champ avec des herbes de 50 centimètres ou plus. Donc une prairie où il n'y avait plus rien, et puis on y insère des poules en espérant qu'elles vont s'en occuper. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors, ça fonctionne, mais une vache, ça fonctionne quand même vachement mieux pour le coup. En fait, ce elles vont faire, c'est qu'elles vont tracer des petits chemins. Elles vont se faire en fait leur parcours. Et s'il y a trop de surface, elles viendront pas à bout de toutes les herbes hautes. Du coup, Joël demande, est-ce que je dois tondre avant de les mettre ou Agrandir les chemins, c'est-à-dire elle peut en profiter pour faire des chemins, un labyrinthe, etc., pour augmenter un petit peu la surface des poules, mais pas forcément tout tondre. Il faut un peu de biodiversité dans le passage. C'était une très bonne question, Joël. Très bien. Alors, si vous avez des questions qui n'ont pas de rapport directement avec le cours de ce soir, on va les prendre également. Comme je vous ai dit, on vous rajoutera directement sur YouTube la vidéo que vous avez loupée pour que vous puissiez la voir, l'interview de Madame Rivière. Pour commencer les questions diverses, je vais reprendre une question. Si mon ordinateur veut bien me suivre. Alors, Marie qui nous a envoyé un mail pour nous dire « Je suis vraiment une débutante en jardinage et je croyais que la serre protégerait des gelées d'avril-mai. Du coup, tout feu tout flamme, j'ai multiplié mes semis d'aubergines, poivrons, basilic, tomates et j'ai commencé à semer sous serre il y a 2 semaines au moins. Étant dans les Cévennes, donc au sud, avec des belles températures sous ma serre, qui plus est exposition plein sud, le top du top. Mes plants commencent à bien s'épanouir, les radis et les salades s'éclatent aussi. Mais cette semaine, grosse baisse des températures comme partout. Mais aucun souci, tout est sous serre, sous abri, tranquille. Et paf, les plants sont en très mauvaise mine pour les 3/4. Et les haricots, que j'avais eu l'audace de semer, ont littéralement grillé. Ma voisine me dit que les plants, sauf les haricots bien sûr, peuvent repartir de plus belle d'ici mai. Vous en pensez quoi les gars? Est-ce que tout est perdu ou pas? Sylvain, est-ce que tu veux répondre? Oui, parce que j'ai eu le gel aussi hein, dans la serre. Donc, je suis aussi dans les Cévennes. J'ai eu -3 dans la serre. Moi, j'étais peut-être moins en avance parce que ma serre est moins exposée, moins bien exposée. J'ai eu des problèmes sur mes courgettes qui ont grillé pas mal de feuilles, enfin gelées. Elles vont repartir. Par contre, j'avais pris la précaution de rentrer les tomates et les poivrons, aubergines à l'intérieur pour la nuit. Et c'est vrai que c'est les espèces les plus fragiles. Courgettes aussi. Et sinon, dans la serre, à l'intérieur de ma serre, j'ai quand même mis aussi un voile d'hivernage en plus pour protéger tous les plants. Donc, ce qui fait que j'avais -3 dans la serre, mais peut-être sous mon voile, j'avais peut-être que -1 ou -2. Les courgettes s'en souviennent, mais le reste a survécu. Donc voilà, pour les gelées, la seule solution, c'est de ne pas faire trop tôt les semis. Et puis quand il y a des gelées tardives et qu'on arrive à le savoir un peu à l'avance, essayer de mettre des couvertures, des voiles supplémentaires à l'intérieur de la serre ou de rentrer dans la maison, ce qui est rentrable. Voilà, c'est un peu mes conseils. Pour compléter, en fait, ce que j'essaye de faire, parce que je me suis déjà fait aussi avoir, désormais, tout ce qui est gélif, je le garde sous abri. Donc à la maison, tout ce qui est courge, aubergine, tomates, etc., je les sors que après les seins de glace, donc après début mi-mai, sachant que je suis assez haut. Donc on peut avoir des gelées assez fortes jusque mi-mai.
Et puis, après, tout ce qui est pas gélif, voilà, tout ce qui est j'ai des choux, des poireaux, euh, de la blette, et ben, ou même de la bardane. La bardane a repris à fond dans mon jardin. Les quelques beaux jours du mois de mars, début avril, ont vraiment relancé le jardin. Et pour l'instant, les seules choses qui ont un peu cramé, c'est les salades que j'ai repiquées qui ne sont pas sous abri. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à tenir entre l'ail et puis l'oignon. Mais le reste fait un peu la tête quand même. Maintenant, effectivement, ça peut repartir. Euh, Si la racine n'est pas, le cœur n'est pas gelé, la racine n'est pas gelée, ça peut très bien repartir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, David? Mais pas pour le moment. Alors, si vous avez d'autres questions, est-ce que Marie peut nous mettre dans le chat si ça a répondu à ses inquiétudes? Et sinon, demandez. Alors, Marie demande une précision. Est-ce que les plants peuvent repartir? Aussi. Ah, En fait, si le gel rentre quelque part, si le gel rentre en terre, donc si vous avez, par exemple, si vous avez arrosé généreusement et puis que la terre a gelé et que les racines ont gelé, ou que le cœur de la plante sont juste au-dessus de la racine, si ça a gelé, généralement c'est cuit. Mais à défaut, la bonne stratégie, c'est d'attendre quelques jours, de voir peut-être que ça prend. Si vous voyez que ça reprend, laissez les pieds qui ont envie de vivre, et puis les autres retirer, et puis vous pouvez replanter quelque chose dessus. Alors, la prière pour la résurrection, ça marche aussi. ouais, Marie nous dit, je vais prier. Ouais, du coup, regarde, en fait, je pense qu'on peut voir aussi si la tige, si les racines ont gelé, à mon avis, la tige, elle est ratatinée aussi, ou le cœur, en tout cas, les petites feuilles qui sont en train de naître, si elles aussi, elles sont toutes flasques, c'est peut-être que l'ensemble de la plante a gelé. Mais voilà, à vérifier. Voilà, par contre, pour les fleurs, alors, notamment les abricotiers, les cerisiers, les pêchers, etc., eux, je pense qu'ils ont vraiment bien morflé. Par contre, toutes tout ce qui fleurit un peu plus tard, il n'y a pas de souci, normalement. Et puis ça, vous pourrez le voir que quand il y aura le début des fruits qui apparaîtra, si les fleurs tombent, c'est que c'est cuit, quoi. Et du coup, on a une question sur les outils. Quid des griffes de type rotogriffe de Le Borgne? T'en penses quoi, Sylvain? Alors, si je vois à peu près le modèle, c'est des griffes qui tournent comme ça, c'est ça? Oui, c'est Euh, ça. alors, on va dire que c'est mieux que la bêche ou le labour. Voilà, c'est mieux que de retourner le sol complètement. Parce qu'en fait, on travaille que sur la surface du sol. Du coup, c'est mieux qu'un labour. Ça détruit moins tout ce qui est vivant dans le sol, toute la microfaune, les champignons, tout ça. Donc, pourquoi pas? Pour moi, je vois ça un peu comme une grelinette. Après, si on commence à l'utiliser de manière hyper compulsive ou très violente, oui, on va quand même bien fatiguer la première couche du sol. Si le but c'était d'arriver à désherber plus facilement, c'est bien. Du coup, faut réaliser qu'on a quand même détruit pas mal de ce qui est vivant dans le sol si on a trop forcé dessus. Mais c'est pareil avec une grelinette, hein. Si on se dit je fais tout à la grelinette, mais qu'on retourne quasiment à la terre en couchant la grelinette à chaque fois, c'est comme si on retournait à la terre avec une bêche. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais c'est un outil qui est sûrement pas mal. Après, moi je pense que la grelinette, c'est quand même simple et efficace et reconnu par plein de gens, donc pourquoi pas la grelinette. En fait, oui, tout dépend de ce qu'on veut faire avec, comme tu dis, Sylvain. Si on a un bon paillage, avant de planter, il suffit d'écarter un peu le paillage.
mettre un coup de pelle plantoir pour ameublir ou pour justement ranger un petit peu plus les restes de paillage ou écarter les morceaux de branches, etc. Il n'y a pas forcément besoin de décompacter, sauf si on a laissé, sauf si on a une terre argileuse qui s'est un peu compactée dans l'hiver ou qui a été tassée, par exemple, par les canards ou par les poules. Là, un coup de grelinette, ça permet de décompacter, mais effectivement, c'est simplement séparer la terre pour la décompacter, c'est pas retourner la terre sur 40 cm. Oui, voilà, tout à fait. C'est une petite grelinette. C'est ça. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? On laisse une minute si certains ont encore des questions. Pendant ce temps, je vous rappelle donc, mardi prochain, on reçoit Dylan qui va venir nous parler un petit peu de son parcours, de son aventure et de ce qu'il vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il est maraîcher dans le Jura suisse. Alors, le Jura, c'est encore plus froid que ce que vous avez vécu cette semaine. C'est avec un peu plus de neige que ce que vous vivez d'habitude. Et non seulement il est maraîcher, mais en plus, il vit en yourte. Donc, c'est vraiment un système de vie alternatif. Alors, tous ceux qui sont intéressés un petit peu par les modes de vie alternatifs, je ne vous dis pas que c'est que pour ceux qui ont envie de vivre en yourte, mais ça peut être intéressant de voir comment il vit sa foi et comment il vit son métier de maraîcher. Alors, on revient sur les questions. Joël qui nous demande, les poules dans le poulailler, elles peuvent rester combien de temps en autonomie avec un tas de graines, par exemple? Alors, une poule, ça mange, si elles n'ont pas accès à l'extérieur, ou si c'est en hiver et qu'elles n'ont rien à manger, elles vont manger à peu près 150 à 200 grammes de grains par jour, surtout si elles sont en période de ponte. Et le meilleur moyen pour partir en vacances ou s'absenter en laissant les poules autonomes, c'est soit effectivement d'avoir, comme je vous ai montré, un système de distributeurs. Alors, faire attention parce que qui dit poule, qui dit bien souvent rat. Donc, qui dit rat, qui dit chat. Mais sinon, en fait, le meilleur moyen pour partir en vacances, c'est de négocier avec les voisins pour qu'ils viennent surveiller que tout va bien, donner à manger et ramasser les œufs. Et sinon, 5-6 jours, c'est possible si vous avez vraiment un jardin qui est bien configuré, avec des bons grillages, des bons portails, etc. Si vos poules elles se font la malle tous les 4 matins, c'est sûr qu'au bout de 5 jours, vous allez revenir, elles seront toutes parties en randonnée. Tu vas les retrouver autour d'un feu de camp. Parfait. Bon, alors, d'ici demain, on va vous charger la vidéo de Lydie. Et puis, alors, notre prochain rendez-vous, le mois prochain, on vous enverra la date. On peut déjà vous donner le sujet. Ça sera sur les plantes bioindicatrices. Pour faire vite fait, en fait, on va voir comment les plantes qui poussent spontanément dans votre potager ou autour de votre potager ou dans votre pelouse indiquent comment va votre sol. Quelle est la qualité de votre sol? Quels sont les soucis qui apparaissent dans votre sol? Et pourquoi ces plantes indiquent ces soucis-là ou cette qualité-là? Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez télécharger une application qui s'appelle Plantanet, que vous pouvez mettre sur tous vos téléphones intelligents. Et avec cette application, vous prenez des photos des plantes dans votre jardin. Vous allez sélectionner une zone. Je vais vous envoyer tout un petit protocole à respecter. Et vous allez pouvoir m'envoyer les informations que vous avez récoltées. Et soit je travaillerai sur les 3 premiers qui me seront envoyés, soit je travaillerai sur 3 au hasard. Enfin, on verra. Je travaillerai sur 3 analyses de plantes et je vous présenterai ça
le mois prochain, je vous présenterai la méthodologie, je vous présenterai les résultats surtout et comment on peut apprendre plein de choses sur le sol dont on a hérité et comment fonctionner avec ce sol. Donc, faites-le parce que même si ce n'est pas votre parcelle qui est sélectionnée et qui sera analysée, il y a de grandes chances qu'une grande partie des plantes qui poussent chez vous vont être présentées ce soir-là et vous pourrez en tirer des conclusions pour ce qui est chez vous. Voilà. S'il n'y a plus de questions, eh bien, voilà, dans le chat, je vous avais mis le… non, c'est pas moi qui l'ai mis. Moi, je l'avais mis, mais je l'ai envoyé qu'à Sylvain. Je me suis trompé. Mais Marie nous l'a mis, PlanteNet, avec l'adresse du site internet. Et puis Philippe fait les mêmes bêtises que moi. Il me répond moi en privé au lieu de répondre en public. On a du mal avec ce chat ce soir. Voilà. Donc, on vous envoie le protocole de collecte de données dans la semaine pour que vous ayez le temps d'analyser ce qui pousse autour de chez vous. Et puis, on pourra en tirer des conclusions sur ce que vous pouvez faire pour aider votre sol à aller mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à mardi et au mois prochain. Un grand merci à chacun d'être venu et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.